Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais Non, je crois pas que je vais commencer comme ça en fait. Reroll. Salut à tous, vous avez sans doute remarqué depuis le temps que mon sujet de prédilection c'est la peinture, et plus particulièrement la peinture moderne et contemporaine. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'ai fait mes études en Europe, en France et en Angleterre pour être exact. Et du coup, c'est vrai que j'ai un background culturel qui a tendance à être un chouïa ethnocentré. Du coup, heureusement que j'ai créé cette chaîne parce que ça me permet de m'ouvrir à d'autres formes d'art venues d'autres pays et d'autres cultures, et ça, c'est bien. Quand j'étais ado, comme beaucoup d'ados de ma génération, j'étais fascinée par la culture nippone. Comme pour beaucoup de gens, ça a commencé avec les mangas, et puis la musique, la littérature et bien entendu, l'art. C'est ainsi que j'ai découvert que, tout comme il y a aujourd'hui des mangaka qui s'inspirent d'artistes occidentaux et états-uniens, et tout comme il y a des dessinateurs et animateurs d'Europe et des États-Unis qui s'inspirent de leurs confrères japonais, il y a eu de nombreux échanges entre les arts occidentaux et nippons. Tant et si bien qu'à une époque, on s'est mis à parler en Europe de japonisme. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit retour historique est nécessaire afin de bien comprendre de quoi il retourne. Les premiers contacts des Occidentaux avec le Japon datent du XVIe siècle, lorsqu'un navire portugais arrive de Macao à Kyushu. Ces commerçants furent bien accueillis, les Japonais appréciant particulièrement les mousquets à canon lisse, qu'ils apprirent rapidement à fabriquer eux-mêmes, les décorant de manière raffinée au point de les élever au rang d'art, comme ils l'avaient fait jadis avec les lames de forgeron. Les expéditions commerciales hollandaises au Japon donnèrent de leur côté naissance au Namban Byobu, des paravents réalisés par des élèves japonais de professeurs jésuites portugais. Ils servaient à répondre à la curiosité des habitants envers ces étranges visiteurs appelés Nambanjin, littéralement les barbares du Sud. De son côté, le Japon exerce rapidement une certaine fascination pour les visiteurs occidentaux qui ne va aller qu'en s'accroissant lorsque le pays du soleil levant ferme ses frontières vers 1641. Et oui, c'est cette année-là que débute la politique isolationniste instaurée par Iemitsu Tokugawa, shogun de la dynastie des Tokugawa, qui fit expulser les missionnaires chrétiens et limita les ports ouverts aux étrangers. En japonais, cette fermeture du pays est appelée sakoku. Voilà un truc à caser dans un dîner mondain. Cependant, cette période isolationniste ne signifie pas pour autant la mort totale des échanges culturels entre l'Occident et le Japon. Les Hollandais, notamment, continuèrent à expédier des navires chargés de ces secrets occidentaux qui fascinaient tant les Japonais. Les différents traités sur la peinture de paysage et les gravures qui entrèrent ainsi dans le pays furent minutieusement étudiés, notamment par un artiste du nom de Shiba Kokan, à qui l'on doit les premières eaux-fortes réalisées au Japon, technique qu'il apprit grâce aux traités d'art occidentaux. Son intérêt pour la peinture à l'huile permit un peu aux artistes japonais d'entrevoir les avantages qu'il pourrait y avoir à élaborer un nouveau langage visuel. Également, en adoptant le point de fuite à l'européenne, Shiba Kokan donna naissance à un nouveau genre d'estampes, les ukiyo, ou estampes en perspective. Décidément, il est balèze, ce Shiba Kokan. Du côté de l'Occident, tout ce qui est rare attirant naturellement la convoitise, les monarques européens se mettent à rassembler d'importantes collections d'objets japonais durant cette période isolationniste, en particulier des meubles laqués et des porcelaines. Notre Marie-Antoinette nationale possédait par exemple 70 laques japonaises dont elle était particulièrement friande. Du côté de la porcelaine, Auguste II, roi de Pologne, contribua à instaurer l'immense popularité de la porcelaine Kakiemon, du nom de la famille qui la fabriquait et l'exportait. Rapidement, de nombreuses manufactures européennes se mirent à copier le style des poteries Kakiemon. Mais tous ces échanges, faut avouer qu'ils restaient malgré tout limités en raison de la fermeture du pays. Heureusement pour les amateurs de culture japonaise, la restauration de l'empereur Meiji en 1868 signe la fin de la dynastie des Tokugawa et donc la réouverture du pays. Ce jeune empereur, il veut projeter son pays dans la modernité, inspiré notamment par celle qu'il perçoit en Occident. Mais la curiosité est réciproque et beaucoup d'Occidentaux sont avides de découvrir ce pays aux lacs et aux porcelaines si raffinées. De nombreux Occidentaux vont d'ailleurs voyager au Japon après être tombés sous le charme des œuvres d'art qu'ils ont découvertes lors des grandes expositions commerciales et industrielles internationales. C'était un tel phénomène culturel que dans leur roman Manette Salomon, les frères Edmond et Jules de Goncourt écrivent un chapitre entier dédié aux rêveries d'un héros occupé à feuilleter un album d'estampes japonaises. Parce que si jusqu'à présent c'était surtout les arts décoratifs qui plaisaient, ce sont désormais les estampes, et plus particulièrement les ukiyo-e, qui ont le vent en poupe. Ces estampes, connues aussi sous le nom d'images du monde flottant, appartiennent à une école d'art graphique populaire des XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle, qui témoigna de la vie quotidienne, des modes et des loisirs de la population urbaine japonaise dans le pays alors isolé par le shogunat des Tokugawa.
Dans le dit du monde flottant, le romancier Asahi Ryōi en donne une définition aujourd'hui célèbre. Vivre seulement par le présent, contempler la lune, la neige, les cerisiers en fleurs et les feuilles d'automne, aimer le vin, les femmes et les chansons, se laisser porter par le courant de la vie comme la calebasse au fil de l'eau, voilà ce que nous appelons ukiyo-e. Et j'en profite pour faire une pause, puisqu'on va commencer à voir comment les ukiyo-e ont inspiré la peinture occidentale, ce qui représente l'un des aspects du japonisme. Et je dis bien un aspect, parce qu'il est très difficile de délimiter précisément le japonisme en fait. Le résumer à une période, par exemple, comme on le fait souvent en disant que c'est un mouvement artistique des années 1860-1890, est plutôt faux. Dès le XVIIe siècle, les arts japonais inspirent les artistes occidentaux, donc le japonisme, il existe déjà. Pareil, résumer le japonisme à un champ artistique en particulier, c'est plutôt compliqué puisqu'on envoie les empreintes dans les arts décoratifs, comme on l'a dit, laque, porcelaine, mobilier, tout ça, mais aussi dans la peinture, dans les affiches et même dans l'image animée. Mais j'écris pas un bouquin, je fais de la vulgarisation sur YouTube, donc il a bien fallu que je me limite. C'est pourquoi moi j'ai choisi de vous parler de mon domaine de prédilection, à savoir la peinture. Et je vais même me limiter encore plus que ça, en parlant exclusivement de l'influence des ukiyo-e sur les peintres, on va dire, impressionnistes européens. Donc maintenant que ce petit retour historique est terminé, place à la peinture. C'est amusant de se dire que tout comme il y a aujourd'hui des gens pour dénigrer la culture populaire japonaise, je me souviens encore de ma mère me reprochant ma consommation de japonaiserie, et il y a eu en Europe de fervents opposants à l'influence des arts nippons. On lui opposait alors l'art grec qui lui aurait représenté la beauté et la vérité. Mais heureusement, l'art japonais il avait aussi ses défenseurs, parmi lesquels, et non des moindres, les frères Goncourt, qui le déclarèrent aussi grand que l'art grec. Bon, après les mauvaises langues diront qu'ils ont été influencés par leur grande consommation de shunga, les livres d'oreiller, au contenu fortement érotique. Bande de petits coquinous. Cependant, tout ce débat, il n'a pas empêché certains artistes d'adopter avec enthousiasme l'art japonais sans pour autant rejeter complètement le camp hellénistique. Ce fut le cas du célèbre peintre américain Whistler, par ailleurs grand collectionneur d'objets d'art japonais. Face à une scène artistique divisée, lui, il s'installe tranquillement dans une position intermédiaire de compromis sans se mouiller, pépère bien au chaud. Ce qui n'est au début qu'une sympathie et une curiosité pour les objets d'art nippons va peu à peu devenir un centre d'intérêt qui va lui permettre de se détacher des sujets classiques et des figures grecques en toge. Ainsi, on peut voir l'évolution entre le détail de l'éventail dans la symphonie en blanc et l'omniprésence de la culture japonaise dans le caprice en pourpre et or qui plaira particulièrement pour ses teintes alors peu communes. Whistler raffolait par ailleurs du bleu des porcelaines japonaises et il s'inspira beaucoup de la liberté du pinceau des peintres de poterie. Mais sa plus grande source d'inspiration, ce sont bien les estampes. On le voit particulièrement dans Variations en couleur chair et clair où il s'inspire pour sa composition d'estampes de Torii Kiyonaga. L'enthousiasme de Whistler pour les objets d'art japonais était si grand qu'il en vivait littéralement entouré et qu'il contamina même certains de ses amis qui devinrent à leur tour collectionneurs. Un autre peintre qui, tout comme Whistler, participa à la diffusion du japonisme en Europe, c'est le français James Tissot. Il a notamment beaucoup séduit avec sa japonaise au bain, au titre trompeur puisque le modèle est en fait une occidentale, mais qui s'inspire de l'érotisme explicite de certaines estampes en faisant l'une des œuvres les plus sensuelles de l'artiste. Tissot fut d'ailleurs le professeur de dessin du prince Akitake, qui fut l'un des premiers visiteurs japonais en Europe. Ce dernier fit don de nombreux objets d'art japonais à Tissot, qui de son côté lui offrit un portrait à l'aquarelle, que le prince rapporta chez lui, participant ainsi à la diffusion de l'art occidental au Japon. Un bel exemple d'échange bilatéral s'il en est. Tissot était d'ailleurs ami avec l'un des peintres qui a le mieux assimilé les leçons de composition dramatique et la perspective de l'art japonais, j'ai nommé Edgar Degas. Quand on voit les études de femmes au bain, on ne peut s'empêcher de penser à l'art de l'ukiyo-e, notamment tel qu'on en trouve dans les mangas d'Okusai. Alors pour rappel, les mangas d'Okusai, c'est en fait des carnets de croquis de ce maître de l'ukiyo-e. Vous attendez pas non plus à un shonen. Ces fameux mangas furent une source d'inspiration majeure pour les Européens qui y empruntèrent de nombreux motifs. En même temps, il y a de quoi faire, puisque les mangas d'Okusai comptent pas moins de 15 volumes. Et ces derniers vont circuler dans toute l'Europe, jusqu'à croiser la route du célèbre Degas. Ce dernier a suivi une formation classique, et pour lui, les représentations de bains publics très vivantes d'Okusai sont un véritable échappatoire à l'idéalisation occidentale de la divine forme féminine. Car la formation classique de Degas voulait qu'il respecte des poses très conventionnelles et codifiées, là où les scènes d'Okusai étaient spontanées, naturelles et tonifiantes. Ainsi, on retrouve la vision d'Okusai dans les thèmes préférés de Degas, comme ses scènes de nu, mais surtout ses célèbres ballerines en répétition. On trouve aussi dans certaines œuvres de Degas une influence évidente des hashira et ces hautes estampes verticales traditionnellement accrochées aux piliers des maisons japonaises. C'est le cas de ce tableau, à la composition tronquée très peu conventionnelle dans l'art occidental. Ce tableau de Degas, il montre une autre artiste, la peintresse américaine Mary Cassatt.
Entre eux et les deux gars, il existe un lien très fort d'admiration et de respect réciproque. Cassatt, farouchement indépendante, suit cependant les conseils du peintre aux ballerines lorsqu'il lui recommande de n'exposer qu'avec les impressionnistes puisqu'elle déteste l'art conventionnel. Et c'est donc tout naturellement que Mary Cassatt elle tombe sous le charme des estampes japonaises et elle recommande même à l'une de ses amies, Berthe Morisot, oui, j'essaie de caser un maximum de noms de peintresses dans cette vidéo, d'aller les contempler de toute urgence. Est alors organisée à Paris l'une des premières grandes expositions d'estampes. Mary Cassatt y découvre le travail d'Utamaro, qui marque profondément son œuvre. Les lèvres du personnage, les courbes de ses doigts, jusqu'à la perspective déformée du bureau, tout évoque ce grand artiste japonais. On retrouve aussi l'influence d'Utamaro dans La femme à la toilette, une des rares études de nus féminins peints par Cassatt, et selon moi, un des mariages les plus réussis entre la peinture occidentale et japonaise. Mais je suis peut-être biaisée par mon amour pour cette œuvre, qui n'est d'ailleurs pas une peinture à l'huile, mais une aquatinte, c'est-à-dire une forme de gravure à l'eau forte, d'où les couleurs un peu translucides aussi jolies rendues. Oui, j'aime vraiment beaucoup ce tableau. Ces œuvres japonisantes de Mary Cassatt, elles impressionnèrent beaucoup d'artistes de son temps, mais je n'ai pas de preuves formelles quant à savoir si elles ont croisé le chemin de Vincent van Gogh. En tout cas, il est certain que ce dernier a également fréquenté la même exposition d'estampes et qu'il a tout autant été marqué qu'elle. Il acheta plusieurs estampes en reproduisant même certaines à l'huile, comme c'est le cas de cette œuvre d'Hiroshige. Mais la version de Van Gogh est alourdie par des empâtements successifs de peinture, et elle sera d'ailleurs durement critiquée de son temps, l'estampe d'Hiroshige apparaissant comme nettement supérieure. Mais de tous les tableaux de Van Gogh s'inspirant des ukiyo-e, le plus célèbre est certainement le portrait du père Tanguy. Ce marchand de peinture, Van Gogh l'a peint à plusieurs reprises, à chaque fois devant un mur d'estampes, qui faisait sans doute partie de la collection de l'artiste, recréant ainsi une sorte de visite fantasmée de ce pays qui devenait, pour Van Gogh, une sorte d'utopie. Et il ne fut pas le seul. Toute sa vie durant, Claude Monet a collectionné les estampes japonaises et vous pouvez même en admirer certaines dans sa maison à Giverny. Petite visite que je vous recommande, c'est très sympa. Claude Monet était persuadé qu'il avait fallu les albums d'estampes japonaises pour qu'un artiste ose enfin juxtaposer sur la toile le rouge vif d'un toit, le jaune d'une route et le vert d'un peuplier. Avant les ukiyo-e, c'était inenvisageable et les peintres occidentaux devaient atténuer leurs couleurs, les noyant dans des demi-tons qui pour Claude Monet étaient complètement mensongers. Si vous connaissez Monet, vous savez qu'il a représenté le même paysage à plusieurs moments de la journée ou à différentes saisons. Eh bien, il est là encore fort possible qu'on doive ce choix artistique à l'influence d'Hokusai et à ses 36 vues du mont Fuji, où le volcan est représenté par tous les temps et à des périodes variées. C'est ainsi que durant 30 ans, la vague du japonisme va balayer l'Europe puis les États-Unis, influençant artistes comme écrivains et emportant dans sa course tellement de noms célèbres et moins célèbres qu'il me serait impossible d'en faire ici la liste exhaustive. En tout cas, une chose est certaine, l'empreinte laissée par les ukiyo-e dans l'art occidental est cruciale. Si c'était aussi important pour moi de parler de japonisme, outre mes goûts personnels, c'est parce que je trouve que c'est un exemple positif d'échange et d'inspiration culturelle. J'ai déjà parlé de l'influence des arts africains et océaniens sur Picasso et les cubistes, mais on n'est vraiment pas dans le même délire. Avec le japonisme, l'inspiration elle va dans les deux sens et elle s'accompagne d'un respect mutuel pour la culture de l'autre. Là, on a parlé d'art dit primitif, ce qui en dit déjà assez long, pour les arts issus de pays qui étaient finalement pour beaucoup des colonies et dont les cultures étaient souvent méprisées en fait. Donc voilà, je trouvais que ce parallèle était intéressant. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le japonisme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le partage, l'abonnement, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.